branche établissement public de santé à Paris, qui va nous présenter aujourd'hui un sujet assez passionnant sur l'autotest VIH, vitalité, qui va l'utiliser, et quel sera son impact. Voilà, je donne la parole. Merci m'accueillir moi. Bon, ma mère m'a toujours dit qu'il faut savoir à qui je parle, Vous êtes qui? Des étudiants pour lever la main, s'il vous plaît. Oh la vache. Et les gens qui ne sont pas étudiants. Les salariés ici, c'est comment? Vous êtes 4 ou 5? C'est 6, 7, d'accord. Donc le sujet aujourd'hui c'est le VIH. Le VIH se transmet à Marseille par principalement 2 moyens. Donc c'est qui a utilisé les seringues cette semaine pour l'injection? Auto-injection. Mohamed, il y a beaucoup de menteurs dans ça. Et c'est qui a eu des relations sexuelles cette semaine? Donc c'est des gens qui n'ont pas de relations sexuelles? Ou bien ils ont peur de le dire, c'est ça? Il faut pas le dire en France qu'on a eu des relations sexuelles dans la semaine? Ah bon? À qui on peut le dire? Donc pourquoi vous ne le dites pas? Vous êtes des menteurs? Pourquoi vous mentez? D'accord? Évidemment, chaque provocateur, évidemment, c'est dans le cadre de l'intérêt aussi du débat sur l'autotest. Parce que les Français, vous n'osez pas dire, elle n'ose pas dire qu'elle a couché avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas le soir son préservatif. Lui, c'est épouvantable, ce type-là. C'est épouvantable. Là, quelqu'un d'ordinaire avec subsaharienne sûrement a découché parce qu'on se dit que ça c'est clair. Le type qui porte le truc en jaune là. Regarde, sans doute il traîne dans des papiers la nuit et non, mais c'est terrible. On voit tout avancer. On entend tout. Mais donc d'où évidemment l'intérêt pour des gens comme vous, qui mentez beaucoup, des gens comme vous, de l'autotest. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de dire à votre médecin que vous avez découché. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le CDAG pour dire voilà, je suis sexuel à risque. C'est à vous? Non, vous? Ah, c'est vous? D'accord? Donc, l'intérêt de l'autotest VIH. L'autre chose, on va y aller parce que sinon on va mettre à engueuler. Un point sur les études en France. Donc, on a énormément de choses à regarder. Donc, je vous prie de rester patient avec moi si je vous garde trop d'informations. Et si je sens qu'il y a trop de gens qui s'endorment, moi je vous regarde là, trop de gens qui s'endorment, j'irai plus rapidement. Pour révélation. Ok, ça pour le soleil en cœur, n'est-ce pas? On estime que 30 000 personnes en France ignoreraient la séropositivité. Ici, c'est l'étude de Virginie Supervi et ses collègues de 2014. 30 000 personnes ignoreraient la séropositivité. 5 millions de tests par an en France. Il y a un économiste de la santé ici, là, au premier rang. Combien ça coûte 5 millions de tests par an, Mohamed? Hein? Énormément. Donc 6 000 découvertes de séropositivité. Okay. Plus de 60% de diagnostics de VIH avec le taux de CD4 moins de 500. Donc c'est des diagnostics plutôt trop tard. On estime entre 7 et 8 000 nouvelles contaminations par an. D'accord? Donc c'est beaucoup. Et on découvre à peu près 6 000 par an. L'épidémie cachée, on estime à 30 000 personnes. Un tiers seraient des HSH, ils comprennent ce que ça veut dire ici? Est-ce que les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes pourraient lever la main, s'il vous plaît? La vache. Vous avez le droit de mentir, le devoir même en France. Un tiers d'hétérosexuels d'origine étrangère, Afrique subsaharienne typiquement.
un tiers des hétérosexuels nés en France. Est-ce qu'il y a des hétérosexuels ici? Ah, il y en a deux. C'est les deux là, il faut les applaudir peut-être. Ok. Délai important entre l'infection et le diagnostic. Moyenne 37 mois pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, 53 mois pour les hommes hétérosexuels. Ce délai entre infection et diagnostic, évidemment, ça fait penser tout de suite les mères pendant la plupart des périodes qui risquent de contaminer le fruit. D'accord? Donc c'est d'où l'importance de cibler ce qu'on appelle cette épidémie cachée. Essayer de donner autant de pistes que possible pour que ces gens puissent se dépister et ensuite trouver des manières d'accéder aux soins. Vous avez vu, on a eu la preuve ce matin que les Français, c'est des menteurs. Heureusement, je ne suis pas français. Ils ont des choses à cacher, les Français. Il n'y a que 2 qui ont avoué leur hétérosexualité. C'est assez dégoûtant. Vous avez des raisons de cacher des choses, d'accord? Si par hasard, dans votre couple hétéro avec vos 15 enfants à Marseille, dans le 4e arrondissement de Marseille, tout d'un coup, vous avez en secret la petite vie où vous couchez de temps en temps dans des boîtes gays, vous avez raison de mentir. Ça serait peut-être mal vu par vos enfants que vous faites ça. D'accord? Donc tout ça, c'est compliqué. À qui vous allez parler? Vous allez faire un dépistage où à Marseille? Dans quel CDRG? Surtout vous, les étudiants en médecine. Vous allez aller où? Je la connais celle-là. Elle était à la fac avec moi. C'est incroyable, elle a découché, c'était cool. C'est fou. En plus, elle a 15 enfants, et je l'ai vu à l'église la semaine dernière aussi. Compliqué. D'accord? Donc tout ça, c'est bien compliqué. L'intérêt donc des gens qui sont séropositifs de le connaître pour protéger autrui, et cela d'autant plus dans un pays où il est mal vu de découcher dans beaucoup de circonstances. C'est pareil dans d'autres pays, mais j'essaie de vous culpabiliser autant que possible. Ok, donc épidémie cachée, 30 000 personnes, délai important entre infection et diagnostic, d'où et le Conseil national de SIDA vient de sortir leur rapport de 2000. Le rapport du 1er décembre, c'est sorti ce matin, qui précise, qui redit exactement ça, la priorité de ce dépistage. Et là, j'ai l'autre test dépistage de VIH, donc c'est des livraisons presque médicales, 2 étapes réalisées par l'intéressé, auto-prélèvement, auto-analyse, réalisable sur le sang total, le liquide claviculaire. C'est quoi le liquide claviculaire? Madame? Elle est étudiante en médecine, je ne sais pas. Madame Massata. Le liquide claviculaire, d'accord? Ce n'est pas la salive. C'est le liquide typiquement entre les gencives et le ciliaire. D'accord? Ça s'appelle. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait la salive non plus. Tu ne peux pas juste cracher. Il faut frotter. Ça fournit un résultat en 30 minutes environ, avec l'autotest que nous avons en France, c'est 15 minutes, si je me souviens bien. Donc, voilà tout un panoplie, d'autotests. Quelques histoires. Home test déjà disponible dans ce pays très primitif qui s'appelle les États-Unis dès 1996. Donc le home test, c'est ce que tu fais le test chez toi, tu l'achètes, ça s'achète dans une pharmacie, sur Internet, tu le fais le test chez toi, ensuite tu envoies les résultats, tu envoies le prélèvement quelque part, ils font l'analyse et tu appelles pour avoir le résultat. Donc c'est anonyme, mais à moitié. Mais disponible depuis 1996. Clairement, les études, dès que la mise en place du home test indiquait que les populations risques aux USA étaient intéressées par ce type de test et étaient intéressées aussi par l'idée de notre test totalement vrai. Ne pouvait-il pas aussi avoir les résultats tout seul à la maison aussi?
2003-2013, le test rapide se généralise. L'autotest non autorisé accessible via Internet, on va le voir. Le 3 dans le milieu communautaire, les études sur l'autotest apparaissent. 2009, l'étude web test qu'on a fait nous-mêmes, laboratoire de recherche de la Maison Blanche à Paris. 2012-2013, Oracle, donc le test américain sur le marché. Le CNS en faveur, le CCNE pas opposé en France, accord de la ministre, et l'autotest est disponible depuis le 15 septembre. C'est qui l'a acheté ici? Mohamed Salah commence. Tu penses que c'est parce que les Marseillais sont pauvres? C'est les étudiants. Ah bon? D'accord. Voilà. Facilement accessible sur Internet depuis une dizaine d'années. Voici un exemple. J'ai tapé test VIH il y a 6-7 ans, c'était à l'époque de l'étude web test, et je tombe à droite sur Express HIV Home Test Kit, Private HIV Home Test Kit, SIDA d'HIV, donc évidemment des traductions Internet, et c'est rapide. Donc les tests rapides, c'est les traductions Google. Donc la plupart de ces sociétés, les Chinois, l'année dernière, lorsqu'on a fait notre petite enquête informelle, j'ai trouvé 110 sites en train de vendre des autotests, dont une centaine étaient chinois. Juste pour vous donner une idée. Exemple de autotests non autorisés facilement disponibles sur Internet en 2010. Êtes-vous positif? Ok, le drapeau français. Ils ont écouté François Hollande. Ok, évidemment des traductions Google. Et avec tout ce qui scientifiquement pourrait convaincre si on avait ce type de souci. Ça continue. Toujours ici, c'était la date de la sortie de l'autotest en France, le 15 septembre 2015. Entre autres, tout un ensemble de sites qui utilisent le même nom que l'autotest disponible en France, qui s'appelle tout simplement autotest VIH, qui utilise le même nom pour vendre les autotests non autorisés. D'accord? Juste pour vous donner une idée de combien c'est dangereux d'acheter des choses sur Internet. Toujours vérifier les sources à la maison. Les avis du Conseil national de cible et le comité d'éthique. Ok, le CNS avis carrément favorable de décembre 2012. Un dispositif complémentaire à l'offre existante, et c'est ça qu'ils disent maintenant fortement dans leur annonce qui est apparue ce matin pour le 1er décembre. Mode d'accès diversifié adapté aux besoins des personnes. Bref, peut-être que l'autotest va répondre à des gens comme il y en a ici qui ont découché, qui n'osent pas le dire et qui veulent avoir un résultat rapide sans dévoiler les OCDAG parce qu'ils sont connus à Marseille. Conditions d'usage garantissant un accompagnement performant des usagers des autotests. Donc, l'exigence du CNS en disant mais il faut que les gens puissent appeler s'il y a un faux service ou bref, qu'il y ait quelque chose d'organisé pour qu'une personne qui découvre un résultat positif puisse avoir un soutien et un accès aux soins, le cas échéant. Le CCNE dit oui, on ne dit pas favorable, mais on ne dit pas non. Ok, je ne sais pas comment il attire l'attention sur les fortes exigences éthiques qui impliquent que les précautions soient prises par les autorités dans de nombreux domaines. D'accord? Typiquement, les professionnels en France utilisent beaucoup l'argument que les personnes qui vont découvrir un résultat positif à la maison, ils vont se tuer. D'accord? Ça va être la catastrophe. Ils vont se suicider, donc un grand argument. Nous, dans l'étude web test, on a découvert que l'intérêt pour l'autotest était inversement proportionnel à la suicidalité et à la dépression. Bref, les gens qui sont déprimés, les gens qui sont suicidaires, leur santé, c'est leur dernier de leurs soucis. Ils n'ont rien à foutre. Nous n'avons pas les faire l'autotest. En fait, les gens qui font l'autotest, c'est des gens qui s'intéressent à leur santé, qui ont des projets et pour qui ils veulent pouvoir
gérer ça aussi. D'accord? Donc, évidemment, la question reste, mais quelqu'un, comme les gens arrivent dans cette salle, qui ne veulent pas que ce soit su qu'ils sont séropositifs, etc., si jamais ils découvrent ça à la maison, mais quel serait leur accès aux soins? En anglais, link to care. Une question de plus grande importance ici. Pour ces personnes qui ne veulent pas que ce soit su qu'ils ont découché, et pourtant ils sont séropositifs, quel est leur accès aux soins? Est-ce qu'ils vont aller vers un médecin? Est-ce qu'ils vont aller vers quelqu'un pour leur conseiller? L'importance déjà de pouvoir avoir un soutien anonyme, un accès au conseil, au moins anonyme dans un premier temps. Le test oral aux USA, vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Vous avez tous utilisé ça parce que c'était déjà aux États-Unis, mais pas ici, donc vous avez écrit aux États-Unis pour l'avoir, n'est-ce pas? Je vois des gens sourire là, donc c'est clair. D'accord, donc ça, voilà, thoracique, vachement bien fait aux États-Unis. La décision de l'État américain était autorisée un test claviculaire. D'accord? Non, pas d'accord. Claviculaire, en disant que ce sera, il y aurait des gens qui ne voudraient pas se piquer le doigt. Leur argument, donc voilà le test claviculaire. Le seul désavantage, c'est un tout petit peu moins efficace en termes de sensibilité et sensitivité. Ok? Mais voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Vous voyez comment elle fait le dame. Swab upper and lower gums once each with flat palate test device. Ensuite, on met le truc dans un truc et on a un résultat. 2 lignes, c'est positif. 1 ligne, c'est négatif. D'accord? Les instructions, voilà l'avertissement sur l'utilisation, 18 points d'avertissement, juste pour encourager les gens. Ok, assez épouvantable. Bref, il souligne, il faut suivre les instructions. Surtout, deuxième question, utilisez le test. Si vous utilisez dans les 3 mois après une relation à risque, un événement à risque, il y a un risque que le résultat ne soit pas correct. Okay, donc toujours cette histoire des 3 mois de la fenêtre de séroconversion. Ok, donc toute une série, juste pour vous donner une idée des précautions à prendre. Ne pas la garder dans le même placard avec des produits de nettoyage, etc., etc., etc. Ok, la version anglaise qui sort au début de cette année, BioSure. Vous pouvez l'acheter facilement sur Internet si vous ne voulez pas acheter la version française. Ok, reliable, discreet, convenient. Ok, les 3 les arguments principaux pour utiliser ce test. L'autre test en France, VH en France, vous qui l'avez utilisé, vous le reconnaissez. Ok, voilà la boîte disponible le 15 septembre, 30 000 personnes en France ignorent la séropositivité, donc cible de population. Autotest sanguin, test complet, usage unique, sensibilité très élevée, spécificité très élevée, lecture en 15 minutes, partenariat avec Cedar Service et le marquage CE. Donc c'est sorti. Vous l'avez tous vu, à ceux qui l'avaient utilisé. Ok, donc dans les études qu'ils ont fait, donc je les cite là, l'étude qu'ils ont fait sur la praticabilité de tester ce que les gens l'utilisaient bien. Très bons résultats. Ok, les gens le jugent facile à manipuler. 98% des interprétations sont corrélées correctes. 100% des tests positifs correctement interprétés, etc., etc. Donc, bref, une étude très positive. Le contenu du test, ça a l'air compliqué. Okay, plein de petites choses qui tombent de la boîte lorsqu'on l'ouvre, mais la plupart des choses sont, il n'y a que la chose essentielle, on appelle ça le support, drôle de nom. Donc
c'est le truc avec lequel on fait, on se pique le doigt. Vous le connaissez? Oui. D'accord, donc au fait, c'est la chose la plus difficile avec l'autotest, la chose la plus difficile. Il faut prendre ce tout petit support, ce truc-là, on l'appuie sur le doigt, assez fort, et ça fait pic, ça envoie un petit aiguille dans le doigt, et les gens, c'est là où la plupart des gens se trompent, parce qu'ils se retirent, ils retirent tout de suite, ou ils n'osent pas appuyer assez fort. En fait, il faut juste appuyer assez fort, ça fait un goutte de sang. Et les gens s'inquiètent parce que est-ce que j'ai assez de sang, etc., etc., etc. C'est ça la partie un peu compliquée. Mais au fait, n'importe quel formateur sur Internet, donc la formation qu'on voit sur le site anglais, est magnifiquement fait, sur le site anglais sur le test sanguin, de montrer qu'il faut juste appuyer, oups, de montrer la goutte de sang. Nous, en France, le site internet sur comment utiliser donc sur le site internet, c'est pas, à mon avis, assez clair sur cette question-là. Ok. Synthèse de littérature sur l'autotest au niveau d'acceptabilité. Dans beaucoup d'études, c'est clair que les usagers préfèrent l'autotest. Bonne maniabilité, qualité de test satisfaisante, les plus, c'est rapide, c'est pratique, c'est anonyme. Dans le test, web test, où on a interviewé des milliers, une dizaine de milliers de HSH, c'est aussi le côté pratique qui intéressait les gens en premier lieu. L'anonymat venait en troisième. Bref, c'est plus facile que de le commander sur Internet et de le faire chez soi. Pour que c'est pratique, pour que c'est facile, plutôt que de se déplacer à l'autre bout du pays, etc. Les moins, accès à certains de la counseling et de soins, donc link to care. Risque de test à l'insu ou sous la contrainte. Au fait, vous ne le savez pas, mais pour être employé à la PHN, le DRH va vous faire le test. Vous ne le savez pas. Je blague. Parce qu'en France, ça serait illégal. Mais on a déjà eu des pays européens qui ont insisté d'avoir des résultats de certains tests où certaines boîtes ont exigé de leur personnel d'avoir un certain résultat médical pour un test avant d'être employé, avant de signer le contrat. Par exemple, le grand scandale, est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Il y en a une, moi. C'est celle qui a le problème. Les autres, c'est tranchant, c'est normal. Donc, des femmes pour plusieurs grandes boîtes allemandes qui exigeaient que la femme montre qu'elle a été stérilisée avant de signer le contrat. Zéro risque qu'elle ait un enfant. Incroyable, hein? Grand scandale en Allemagne. Mais nous, l'autre situation dans laquelle on pourrait insister que de faire le test chez quelqu'un, ça pourrait être quoi? Donc des groupes religieux bizarres qui voudraient que la femme soit claire, qu'elle soit vierge et séronégative avant d'accepter qu'elle se marie avec monsieur. Ok? Donc, elle, par exemple, elle a testé son partenaire, futur partenaire, avant de coucher avec lui. Incroyable. Et là, d'accord? Donc, ces utilisations possibles, c'est des tournements de test pour tester son partenaire avant de coucher avec et pour le rejeter, le cas échéant, etc. Évidemment, le troisième truc négatif, le plus risqué, c'est le fait de sensibiliser le dépistage au stade de primo-infection. Donc, dans les semaines suivantes, la relation de risque, c'est dangereux. Manque de recherche sur les motivations des différentes populations à utiliser l'autotest. Et quelles sont les peurs, les besoins, les perceptions, les préférences des différentes populations par rapport à ce test. Ok,
impact de l'autotest VIH en France, une estimation dans le rapport consommation de cible de 2013, estimation pour les statistiques pour la première année de commercialisation qu'on va découvrir avec l'autotest 4000 diagnostics positifs et éviter 400 contaminations secondaires. C'est quoi une contamination secondaire? C'est qui ces gens? C'est parce que les gens séropositifs, ça couche avec d'autres gens et ça contamine d'autres gens. Et au fait, le fait que tout d'un coup ils découvrent leur séropositif, ils savent qu'ils font plus gaffe et donc ils ne contaminent pas ces autres gens. Ok? Ça, c'était basé, estimation basée sur l'hypothèse de l'utilisation de l'autotest par les personnes qui se dépistent peu ou pas, les personnes qui se dépistent régulièrement ne changeant pas leur pratique de dépistage. Ok? Mais quel est l'intérêt des personnes exposées au VIH pour l'autotest? Et qui va l'utiliser, les questions qu'on pose. Voilà l'étude web test dont j'ai parlé, qu'on a fait en 2009-2010, évaluer les connaissances intérêts et l'utilisation des HSH pour l'autotest VIH, qui n'étaient pas autorisés à l'époque. Fort intérêt des HSH pour le sujet. On a eu plus de 9000 répondants qui ont répondu à un questionnaire de plus de 2 millions sur Internet. C'est incroyable. Il y a 15 000 personnes qui ont commencé le questionnaire. Il y a 100 000 personnes qui ont cliqué sur le lien pour aller le questionnaire. 1 sur 3 connaissait l'existence des autotests VIH. Seulement 82 ont dit qu'ils avaient eu accès. Seulement 69 de ces 82 l'avaient utilisé. Comme on appelle le web test, ce qui intéresse les sujets potentiels, c'est pratique. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas obligé de me déplacer. Je peux le faire chez moi. C'est tellement plus pratique. Je ne suis pas obligé d'attendre dans la salle d'attente de CDHG, etc. Deuxième chose, c'est rapide. Et ça nous a toujours étonné, cette question de la rapidité. Et au fait, les gens dans les entretiens qualitatifs après disaient, au fait, il y a une espèce de ce qu'une personne a appelé une fenêtre de courage, dans laquelle j'ai le courage de faire le test. Donc, ce jour-là où j'ai ce courage de faire le test, j'ai les résultats, c'est génial, c'est fait. Mais si jamais je ne suis plus dans la fenêtre de courage, en fait, je retourne pas au CDHG chercher mes résultats. Tout ce type de phénomène. La rapidité est donc importante. Je fais le test, j'ai tout de suite le résultat et c'est génial. C'est fait dans le moment où je suis plus à même d'assimiler ce type d'information. Et la troisième raison, c'était la raison pour laquelle nous on croyait qu'elle était la première raison. Le côté anonyme. Donc c'est discret. Une personne sur 4 dans l'étude qualitative qu'on a fait en web test. La question ouverte, pourquoi ça vous intéresse? On soulignait la législation de l'anonymat. Je n'ai pas besoin d'aller me faire dépister dans ma ville de province, dans le CDHG à Marseille, où je suis connu parce que je suis étudiant à l'école de médecine. Ok, ceux qui seraient intéressés, plus de 5000 parmi les 9000 personnes qui ont répondu, étaient significativement corrélés avec pas testé pour le VIH. Vivent dans une famille conventionnelle, avec ses parents, ou avec leurs femmes et leurs enfants, ont eu des pénétrations anales non protégées les 12 derniers mois, vivent leur sexualité HSH dans le secret absolu, comme vous. Donc, les 4 premières raisons, 4 caractéristiques des personnes intéressées par l'autotest. Les usagers, donc les gens qui avaient déjà utilisé l'autotest, ils étaient très nombreux, mais incroyablement, ces statistiques sont sorties puissamment, vivent leur sexualité HSH dans le secret absolu. Prennent des produits dopants. Pourquoi ils prennent des produits dopants pour avoir des muscles? Pour ressembler à l'image des hétéros, évidemment, il n'y a pas d'hétéros avec des muscles.
Mais ici, c'est pour être plus masculin. Proverbs, ils aiment bien faire la fête aussi. Donc évidemment, c'est des gens qui achètent pas mal de choses sur Internet. Utilisent des autotests pour d'autres pathologies et corrélées avec l'utilisation de l'autotest. Bref, les personnes diabétiques, pour eux, c'était évident. Et ils avaient déjà acheté ça sur Internet. On utilise une personne un an protégé les 12 derniers mois, vivent en province et négativement corrélés tendance suicidaire. Ok, bref, des gens qui s'intéressent à l'autotest ne sont pas des gens suicidaires. C'est pas ça le propos. Mais qu'en est-il des autres populations, de l'intérêt des autres populations pour l'autotest VIH? Facilitera-t-il l'accès au test des personnes éloignées du dépistage? Facilitera-t-il l'accès au test des personnes qui ont une vie sexuelle cachée? Parce que je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens qui s'appellent des hétérosexuels. Il y a des hommes hétérosexuels, et c'est des gens assez dégoûtants. Ça a des femmes, des enfants, des choses comme ça, et ensuite ça va coucher avec des prostituées. Même à Marseille. Et je ne sais pas, sans doute, il y a même, il y a une cinquantaine de femmes, une femme sur 50 qui fait de la prostitution dans sa vie, donc il doit y avoir dans cette salle aussi. Et donc tout ça couche ensemble à l'insu, et en secret. Donc, est-ce que ça peut intéresser ces hommes-là? Ok, et dans cette période, 3 grandes méta-analyses sont sorties et tout le monde pointait, toutes ces études pointaient le manque de recherche sur les besoins, les perceptions, les craintes et les priorités des différentes populations exposées au VIH en termes de dépistage et d'intérêt pour l'autotest. Et donc, en préparation pour la mise sur le marché de l'autotest en France, on a proposé à l'ANS de faire une étude DELPHI. Vous savez ce que c'est qu'une étude DELPHI? Non? C'est quoi? Si, qui dit oui. C'est quoi? Oui. De faire remonter de l'information et analyser cette information pour aider en fin de compte à progresser, je dirais, pas à pas par rapport à l'information qu'on remonte pour arriver à quelque chose de consensuel. D'accord, donc c'est un processus d'essayer d'obtenir un consensus de DELPH. C'était le groupe de DELPH, c'était le DS en Grèce, etc. C'était une experte de l'époque. Bref, c'est les experts, tu les sollicites pour essayer, tu leur poses une question, par exemple, une question est très typiquement, c'est utilisé pour prédire l'avenir. Les grosses boîtes, les grosses industries l'utilisent pour dire, selon vous, ils demandent un ensemble d'experts en économie, par exemple, selon vous, dans un an, ça va être quoi les conditions économiques de la France? Et tu demandes au groupe d'experts de lister une série d'opinions. Et petit à petit, vous arrivez à un consensus. On va voir le processus. Ok, l'objectif est de produire des recommandations de bonnes pratiques quant à l'information et l'accompagnement de dépistage de VIH et de l'autotest. Et nous, on avait avancé l'hypothèse que les besoins et les préférences des usagers à matière d'information et de soutien varieraient selon leurs caractéristiques sociales, culturelles et leur exposition au VIH. Et on a constitué des groupes d'experts du VIH et des populations vulnérables. Donc, pour les populations à forte prévalence du VIH, les APSH, les usagers de drogue, les personnes transgenres, les personnes immigrées d'Afrique subsaharienne et les personnes des départements français d'outre-mer. On a fait un 6e groupe, juste pour les jeunes, parce que l'ANRS insistait, parce qu'ils s'inquiétaient du fait que les dernières études ont montré que les jeunes sont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins de connaissance du VIH et de cette transmission que les générations précédentes. Ensuite, évidemment, la population en général, on avait essayé d'avoir 10 experts pour chaque groupe d'experts. Donc pour chaque population, 10 experts. Dans chaque groupe, il représentait une expertise sur
les communautés en question, donc les personnes issues de ces communautés en question, des décideurs en santé publique, le monde universitaire et le professionnel du dépistage de soins. Et on essaye d'avoir une distribution Île-de-France, province. Ok, l'utilisation du processus Delphi. La première étape, typiquement en 3 étapes, la première étape, formuler une dizaine de facteurs qui, selon vous, constituent de bonnes pratiques pour l'information et l'accompagnement de l'autotest de VIH, dépistage. On a fait tout ça par Internet. Les gens ont typiquement répondu en envoyant une dizaine de bonnes idées. Nous, à Paris, on recevait tout ça, on faisait une analyse qualitative des recommandations, on regroupait des facteurs identiques ou décrivait le même phénomène, et si à l'intérieur de la même recommandation on voyait 2 ou 3 facteurs, on les séparait. L'étape 2, donc avec toutes les 10 experts, chaque expert dans une dizaine de recommandations, ça faisait 100 phrases à analyser. On recrachait pour l'étape 2 une liste de recommandations émises par les groupes. Donc pour chaque, et on a demandé pour chaque facteur indiqué sur l'échelle de 1 à 9, le degré d'importance que vous lui attribuez par rapport à la liste à disposition en France, l'autotest VIH. L'étape 3, donc tous ces experts nous renvoyaient vers cette liste avec une annotation, avec une note pour chaque recommandation. Et ensuite, lorsque un expert a été exceptionnel, bref, il était en désaccord avec les autres experts, on renvoyait toutes les listes pour leur dire voilà le score moyen, et vous êtes très différents. Est-ce que vous souhaitez garder votre avis ou est-ce que vous souhaitez le reprocher, le revoir à votre avis? Et c'est à la fin qu'on arrive à ce consensus, c'est-à-dire que les personnes renvoient en disant non, je tiens mon point de vue, ou ils disent ah non, effectivement, je n'avais pas bien lu la question, et effectivement, j'avais ajusté mon score. Donc, on arrive pour les différents groupes à des recommandations. Les résultats, en tout, 72 experts ont participé au processus, première moitié de 2014. On constate donc sur la deuxième liste le nombre de recommandations très important pour les experts HSH, beaucoup moins intéressant pour la Guyane, par exemple, en termes de nombre de recommandations, mais en même temps, un nombre d'experts différents. Ça a très malheureusement coïncidé pour le DFA avec l'arrivée de l'épidémie chikungunya, et donc on avait beaucoup de mal à faire bouger les infectiologues pour participer. Les 263 recommandations, 8 grands thèmes, je ne vais pas entrer dans le détail, peut-être un petit peu, mais juste pour dire que les deux grands premiers thèmes, c'était communiquer sur l'autotest au niveau national, local et communautaire, non pas juste sur le niveau national, non pas juste une communication par le vendeur, mais aussi une communautaire. Le deuxième, proposer une information fiable, conviviale et adaptée aux besoins des populations spécifiques sur l'utilisation de l'autotest. Et ça continue comme ça avec toute une série de différents thèmes qui sortaient défendre le droit des usagers et évaluer l'utilisation de l'autotest. Une série de recommandations était commune à l'ensemble des groupes ou à beaucoup de groupes. Et ici, on listait les recommandations qui étaient communes à 3 groupes ou plus. Et très typiquement, ces recommandations des communes étaient des recommandations de bon sens. Par exemple, le numéro 1, la notice d'information sur l'utilisation du test et l'interprétation sur le résultat doit être clair et compréhensible pour tous. Ça a l'air con. Mais je ne sais pas si vous avez lu les instructions sur les médicaments en France dans les boîtes. Il y a quelqu'un qui rit. Pourquoi vous riez? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord? Non, épouvantable. Au fait, les gens qui écrivent les instructions obéissent davantage aux législateurs qui insistent, qui mettent certaines choses dans les instructions. Mais ce n'est pas conçu pour l'usager de ces produits. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer d'avoir, par exemple, le groupe qui insistait pour les jeunes ont insisté beaucoup là-dessus.
Les groupes pour les personnes immigrées d'Afrique subsaharienne insistaient beaucoup sur cette question. Et pour quelqu'un qui ne lit pas bien le français, on fait quoi? Donc, insister sur la qualité de l'information. Le numéro 2 de notre histoire indiquait comment interpréter un résultat négatif. 1, parce qu'au fait, lui, il a découché, il a 3 semaines et pas déjà le test. Et donc, comment est-ce qu'on interprète le résultat négatif? Il faut le refaire dans le cours de mois. Hein, c'est clair? La conduite de venir par rapport à la méthode de conversion. Le numéro 3, mettre en place un service téléphonique d'assistance sur l'utilisation du test. Donc, on a fait ça en France avec 6 derniers services. La notice d'utilisation doit comporter des pictogrammes, des illustrations. La version américaine, c'est génial. Allez sur le site de OraQuick, mais aussi la version anglaise, c'est très bien fait. La version américaine, c'est fait avec les stars du cinéma. Et qui montre comment faire le test. Donc, des professionnels de la communication et qui rigolent, et qui sont sympathiques, et qui montrent très clairement comment faire. La version anglaise, magnifiquement fait. La version française, on a du boulot à faire pour comment rendre quelque chose accessible pour les usagers, et non pas juste pour obéir aux infos. La communication, donc, on va s'inscrire dans une démarche générale de promotion de dépistage. Un prix modéré, accessible pour tous. D'accord? Le prix de votre test en France, c'est combien? 28. Un connaisseur? Exactement. Ce sont ces eaux-là. On peut le trouver sur le site, par exemple, Illico, pour 20,99 € actuellement. Je regardais ce matin, donc 21 €. Mais tout en bas de la page, c'est marqué et ça vous coûte 5,99 € pour vous l'envoyer. D'accord, donc on arrive déjà à 27. Et ils se disent beaucoup moins cher que les autres. Mais au fait, les autres, c'est souvent ça. Souvent, vous avez 26 €, et ensuite vous tournez la page, et lorsque vous arrivez pour payer, ils ajoutent 5 € pour l'envoyer. Juste pour vous donner une idée de ce qui se passe. Ok, évidemment, c'est qui les personnes qui peuvent payer 28 € pour le test? Les différents groupes d'experts ont souligné, en revanche, il y avait des choses qui étaient spécifiques à des populations. Les HSH, intérêt majeur. On a eu des tonnes tous les experts ont répondu tout de suite. Et ils ont craché le plus grand nombre de recommandations, 90 recommandations. Importance de la qualité et de la fiabilité des tests. Donc c'était eux qui insistaient beaucoup sur spécificité, fiabilité. Préférence pour le test sanguin. Okay, donc très différent des Américains et aussi très différent chez nous pour par exemple, les experts pour les mineurs voudraient que ce soit notre test oral, claviculaire. C'est le seul mot, oui, claviculaire. Utilise comme outil de prévention et de contrôle dans un contexte de prise de risque. Bref, le message, oubliez l'histoire de fenêtre de conversion. Faites le test si vous avez beaucoup de fatigue. Faites le test tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc c'est ça le message aussi qui sort de plus en plus dans les autres pays qui ont mis ça en place. Et en Angleterre, par exemple, tu peux t'abonner au test. Le site propose un abonnement 4 par an ou 2 par an. C'est nettement moins cher. Et vous payez, c'est retirer automatiquement de ton compte bancaire. Ok, donc pour le faire tous les 3 mois, tous les 6 mois. Les experts pour la population des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, ils insistaient sur la sécurité de l'utilisation pour la situation de précarité. Donc typiquement un test à usage unique, s'il vous plaît. Sinon les gens vont essayer de la passer à toute la famille. Ou à tous les partenaires. Ok. Conditions de stockage. Il faut que ça puisse être stocké dans des conditions de température et d'humidité. normale. Et au fait,
l'autotest que nous avons, l'autotest VIH, est-ce qu'on peut le garder hors du frigo? Bon, mais c'est qui ces gens? Je croyais que c'était des étudiants en médecine, non? C'est pas des experts? Non, c'est honteux. Non, c'est honteux. Bon, vous regardez, vous avez un test écrit, hein? Non, c'est une catastrophe, d'accord? Au fait, l'autotest VIH en Guyane, il faut que ça soit regardé dans un frigo ou dans quelque part de frais. Mais même pas dans un frigo qui fonctionne bien, hein? Parce que trop froid, c'est aussi pas bien. Il faut que ce soit dans la porte du frigo. Donc, bref, toute une série de recommandations comme ça, on regarde de près sur combien de temps, dans quelles conditions on doit la garder. Donc, bref, quelqu'un qui habite dans un lieu isolé dans les forêts de la Guyane, autotest camembert. D'accord? Peu probable qu'on puisse le garder de manière raisonnable. Donc, aussi, évidemment, on imagine bien des gens en Afrique subsaharienne qui vont sur ce site français vouloir acheter ce test parce que ça a la marque HCE, parce que les instructions sont en français. Donc, quels vont être les problèmes qu'ils vont vivre avec le stockage de l'autotest? La question de l'accès aux soins et la situation administrative des personnes, les experts pour les personnes originaires d'Afrique subsaharienne soulignaient ça. Ils disaient au fait, beaucoup de personnes qui arrivent en France ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas qu'ils ont accès aux soins pour le VIH gratos. Ils pensent que ce n'est pas la peine de faire l'autotest parce que ça ne marche plus, parce que si on découvre qu'on est séropositif, à quoi ça sert si je ne peux pas accéder aux soins? Donc l'importance de communiquer sur ça. L'importance de communiquer sur le bénéfice de connaître sa séropositivité. Aujourd'hui, ça fait une différence. Les soins, ça marche. Donc, important de dire ça aux gens qui sont peut-être venus d'un pays. Oui, vous n'avez pas accès aux tests, aux soins. Présentation et communication adaptée dans la couleur fort, formulation de questions. Les usagers de recommandations centrées sur la participation des associations et professionnels de travail, les UD et les populations marginalisées. Bref, ils insistaient, la seule recommandation véritablement différente, c'est d'insister de bosser avec les cadres de l'Exapa, etc. Les jeunes spécifiques les experts sur la population et les experts préférés dans le test oral. De nombreux désaccords des experts quant à l'accessibilité des autotests, notamment pour les mineurs. Par exemple, il y avait un expert qui a dit « Je m'oppose à l'accès à l'autotest pour les mineurs. Je suis opposé. » Et il y en a d'autres qui disent « Il faut que ce soit dans la journée scolaire, comme le test de grossesse. » Donc, ces deux débats qui s'opposent. Ok, pour les transgenres, les départements français d'outre-mer, un intérêt plus faible pour l'autotest en général, et vraiment l'impression chez les experts qu'ils avaient d'autres préoccupations, qu'il y avait d'autres messages plus forts qu'ils voulaient faire passer, et un nombre limité de recommandations de ces différents groupes de population. Les utilisateurs, ok, bien qu'il y ait beaucoup d'accords, les niveaux de désaccord étaient élevés concernant ce que je viens de dire, l'accès au test pour les mineurs. Le deuxièmement, pour l'accès à la population générale, l'idée que les tests pourraient être accessibles ailleurs que dans la pharmacie, ils n'étaient pas d'accord. Ok, par exemple, l'idée qu'on peut distribuer le test gratuitement dans les CDAG. Différents groupes, je l'ai dit tout à l'heure, préféraient l'autotest claviculaire par rapport à l'autotest sanguin. Et évidemment, la question pour les HSH, l'idée qui a déjà apparu où les gens voulaient tester les gens à l'entrée dans leur fête. Donc, pour arriver dans la boîte, on te fait un autotest et si tu es négatif,
pas de problème. Ok, l'étude Delphi, on a utilisé beaucoup pour aider la DGS à formuler leur truc. Voilà le test. Quelques observations après 2 ans et demi sur le marché de l'autotest. Impact médiatique important, prix trop élevé. Une enquête informe le 15 septembre dans le quartier autour de Passy, dans le quartier gay que j'avais fait moi-même. Un seul avait déjà en stock le jour de la sortie de l'autotest. Mais en revanche, les 80 000 tests qu'ils avaient fabriqués étaient déjà vendus après 1 mois. Vendus par le fabricant aux pharmacies, pas forcément achetés par les usagers. C'est classifié comme un dispositif médical, donc c'est théoriquement accessible uniquement des laboratoires. C'est pas comme le test de grossesse, tu peux prendre d'une étagère dans la pharmacie, il faut le demander. Mais j'ai entendu dire que ça risque de changer avec la loi santé. Donc étonnant, j'ai mis en place ce numéro. Quand le test est positif, après vous avez un rendez-vous avec le médecin dans la semaine. Je vais sauter les trucs. Voilà un test communicatif du fabricant de l'autotest hier qui fait état. Donc, premièrement, côté pharmacien, près de 9000 pharmacies, l'ACD 1 sur 3 avait déjà proposé l'autotest dans leur officine. Si l'infoservice, 652 appels dans les premières 6 semaines concernant l'autotest, plus de 26 000 visionnages. Côté commerçant, donc en enquête qui a été faite par un des distributeurs, Pharma, facile à trouver sur Internet. Sur les 407 autotests vendus en ligne du 15 septembre au 15 octobre, pour 36% des usagers, c'était leur premier dépistage. Parmi eux, 28%, donc 10% de l'ensemble déclaré qu'ils ne seraient pas allés dans un centre de dépistage si l'autotest n'avait pas été disponible en pharmacie. Pour les autres, le dépistage remontait à 15 ans en moyenne. La note moyenne dans les autotests est de 4,8 sur 5. Évidemment, avec tous les défauts possibles d'un test, d'une enquête menée, non pas de façon scientifique véritable. Qui va utiliser l'autotest? Donc, c'est l'étude qu'on va faire là. VIH, test-toi toi-même, V3T. On va recruter parmi 2 populations des HSH, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Regardez. Est-ce que ça les intéresse? Questionnaire en ligne, un suivi longitudinal par 1500 personnes pendant 6 mois pour regarder leurs activités à risque, leur recours au dépistage, y compris l'autotest, leur recours soit en termes de résultats positifs, avec un aspect qualitatif. Et merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, questions, remarques, commentaires, suggestions. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour cette présentation super claire et drôle. J'avais une question parce que justement tu as évoqué le problème de leakage care que tu vas étudier aussi, mais puisque les autres tests sont déjà disponibles ailleurs depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les sur le linkage to care? Ça, tu ne nous as pas parlé. Sur linkage to care, c'est... Est-ce qu'il y a des spécificités de certaines populations? Est-ce que les proportions de linkage? Je veux dire, je veux savoir la cascade par rapport au type de groupe que vous avez monté. Donc, les études, les méta-analyses montrent que l'ensemble, quasiment aucune étude n'a bien étudié cette question. Okay. Donc, c'est ça qui est chiant. En revanche, l'étude qualitative, par exemple à New York, lorsqu'ils ont distribué donc, des autotests, c'était des HSH avec beaucoup de pratiques à risque, donc des hommes qui touchaient un peu partout. Au fait, les gens à qui on donnait l'autotest, augmentation le fait qu'ils parlaient avec leurs partenaires de la question de transmission de VIH, et ils proposaient les autotests aussi à leurs partenaires. Donc, au fait, ça créait un espèce de... un cercle bien
mais aussi de empowerment des usagers en question. Ils avaient l'impression que puisque je sais si je peux savoir si je suis cerveau-stick moi-même, tout d'un coup, ces gens faisaient plus gaffe aussi. Et aussi parler davantage avec leurs partenaires. Donc ça, c'était étonnant. Est-ce que ça va sortir dans des études quantitatives? Là, c'est qualitatif avec 60 personnes. Est-ce que ça va sortir en général pour la population générale? Mais si, évidemment, moi, personnellement, je crois que l'autotest, ça fait partie, comme la test des grossesses, de l'empowerment des individus, et ça se responsabilise par définition. Donc, dès qu'on a le pouvoir sur son propre corps, et qu'on n'est pas obligé de passer, comme ça je m'adresse à l'économiste de santé, et qu'on n'est pas obligé de se passer par ces horribles gens qui s'appellent des médecins, et qui coûtent une fortune à l'État, les gens, en fait, se responsabilisent davantage. Hein. C'est moins cher. Donc, mais ça concerne évidemment ça, c'est pareil pour la diabète, c'est pareil pour plein d'autres. C'est le même type. De toute façon, il y a un biais de sélection de la population parce qu'ils pratiquent l'autotest, parce qu'ils intéressent à sa santé. Donc sûrement, ils vont faire... Stucker va même être meilleur que dans une population. C'est qui cette femme intelligente là? Oui, non, absolument. Absolument. Bon, je pense que c'est peut-être sur le groupe, c'est pas la même chose. Donc la grosse question, la grosse question pour la suite, c'est pour les gens qui ne s'intéressent pas à leur santé. Par exemple, elle avec sa côté dépressif et suicidaire, qui ne s'intéresse pas à sa santé. Si ça se termine ma vie, on a à foutre. C'est quoi la stratégie pour la prévention de VIH? Réponse? 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 Comment est-ce qu'on peut lutter contre le VIH avec des gens comme ça? Ils sont idiots. Ils n'ont pas le droit de réfléchir. Ils ont le droit de réfléchir. C'est quoi la prochaine stratégie évidente par rapport aux HSH avec leur haut taux de suicidalité et de dépression en France? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Je suis quand même. Non! C'est quoi la question exacte? La question exacte. Parce qu'on n'a pas compris bien. Elle est déprimée, elle est suicidaire, d'accord? Elle pense qu'à ça. Elle s'en fout de sa santé. Elle est séropositive. Comment est-ce qu'on peut le convaincre de faire un autotest pour qu'elle protège ses partenaires? Elle s'en fout de tout ça. C'est quoi la stratégie? On la responsabilise par rapport aux autres. Ça, c'est genre le juriste qui parle, qui va la mettre en prison. C'est quoi la stratégie? Comment? Les personnes déprimées, les personnes suicidaires sont beaucoup plus victimes d'abus sexuels que les autres membres de la parole. Donc c'est la faute des autres. Ah oui, voilà. C'est encore pire. Non, mais c'est dégueu. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qu'on fait avec elle? De quoi? Yeah! Oh non, ça c'est quelqu'un de bien, mais c'est qui? Je suis personne. Ben oui, on s'occupe d'elle, de sa dépression et de sa suicidalité. On dit, non, tu as le droit d'être HSH. C'est bien. Et on s'occupe de sa dépression. Et si parce que si c'est une femme, c'est peut-être une femme, tu vois. Les femmes, elles ont un truc terrible, ça arrête des trucs sur les enfants. Ouais, comment vous identifiez? Comment vous identifiez la dépression? La personne, justement, ne va pas aller se faire dépister, qui reste seule dans son coin parce qu'elle est déprimée. Ben oui. Comment? Comment est-ce qu'on fait des... Ça existe. Dans les pays civilisés, ça existe. Aller sur une ligne, regarder dépression, autosupport, même en français, mais ça existe au Canada, pas ici en France, pas encore. France dépression, on la met en place. Non. D'accord? Non! Bien évidemment, on fait des campagnes. Donc, premièrement, l'une des premières choses de première importance de dire en France, vous êtes gay,
vous avez le droit d'être gay. C'est bien, c'est génial d'être homosexuel. Donc on lutte contre la stigmatisation déjà des personnes gays, des homosexuels, des transgenres. Juste lutter contre ça, ça veut dire qu'elle a une raison de moins pour être déprimée et suicidaire. Aussi, ça veut dire quoi être gay? Pourquoi ils ont choisi ce mot-là? Hein? Ça veut dire quoi en français être gay? Joyeux! C'est vrai que ça veut dire ça en français aussi. Ça veut dire être joyeux. Le contraire d'être déprimé. C'est pas pour rien qu'ils ont choisi le mot gay. Soyons gays, faisons la fête. C'est génial d'être gay. Ok? Il y a un truc aussi, il y a les noirs dans cette pièce. Il y a un truc qui s'appelle Black Pride. Soyons fiers d'être noirs. Non pas juste acceptons, mais c'est génial d'être noir. Soyons fiers d'être noirs. C'est ces notions-là qui veulent dire que dès que quelqu'un peut être fier d'être noir, même lui, dès que les gens peuvent en être fiers, tout d'un coup, ils sont moins à risque de dépression. Ils vont s'occuper davantage d'eux-mêmes parce que c'est génial d'être noir. D'accord? Et que ça, chez toute la population, non pas juste de cibler chez eux, mais aussi de cibler des gens horribles comme ça, qui n'aiment pas les gays, qui n'aiment pas les noirs. D'accord? Donc on cible ces gens-là aussi pour dire, ah, je peux te présenter à des noirs géniaux. Ah, géniaux. Tu vas voir. D'accord? Donc, et ça marche comme ça, de valoriser cette diversité. Valoriser cette diversité, c'est la première étape de lutter contre la dépression et la suicidalité des personnes. D'accord? Et ensuite, tu vas coucher avec. Beaucoup de vers la salle, oui. On a encore 2-3 minutes maximum. S'il y a encore d'autres questions. Dans la même stratégie, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt de mettre à disposition les autotests de façon apparemment paradoxale, et la mettre aussi dans un cadre de santé, c'est-à-dire chez les médecins généralistes, et ainsi de suite? Est-ce que ça peut avoir un intérêt pour la santé que vous avez fait? Ou non? Yes! Ça semble paradoxal, mais est-ce que non? Ça semble paradoxal, mais il est évident qu'un des rôles d'un médecin généraliste, c'est d'apprendre à quelqu'un comment utiliser notre test. Une question subsidiaire, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est organisé avec une question de fonctionnement? Est-ce que par exemple les autotests pour les généralistes, est-ce que c'est lui qui va les acheter avant de dernière à son patient? C'est l'organisation? La théorie, donc je ne sais pas exactement quelles vont être les conséquences de cette loi de santé, mais ça devrait permettre un accès à l'autotest, à la formation sur les autotests par les associations communautaires, gays, Afrique subsaharienne, etc. Donc, et la question a été ouverte, je ne sais pas si on a abordé ça dans le droit, sur est-ce que le médecin généraliste allait pouvoir avoir un stock chez lui, chez elle, pour pouvoir passer 20 minutes avec quelqu'un qui a des pratiques à risque pour leur apprendre à comment utiliser l'autre test. Il faut bien le faire. Il y avait ça peut être aussi le rôle de l'infirmier scolaire et blablabla. Il y avait une dernière question. Non? Allez, dernière question. Excusez-moi. Dernière. Une stratégie de prise en charge, parce que €1 c'est cher. Est-ce qu'on est en train de penser, par exemple, que les généralistes prescrivent ces autotests? Non. Ok, c'était considéré comme par l'ensemble des experts comme une manière de, au fait, parce que les gens, le problème c'est les gens qui ne parlent pas de sexualité à l'école, qui ne vont pas chez le médecin pour parler de ça, ou qui n'ont pas de médecin. Des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, le pourcentage qui ont un médecin généraliste. Hein? C'est combien? L'ignorance, c'est surtout. Et ils sont à l'école de médecine, c'est ça? Pas tous. Il y a un issue Comment? Avec le prix de l'autotest, on n'avait pas des contrefaçons. Ah, il y a des...
il y avait plein de contrefaçons. Je dirais que la moitié au moins de ces contrefaçons sont en fait des tests bien, vendus en ligne depuis longtemps. J'en ai essayé une dizaine, tous ont donné le même résultat. Et non, juste pour dire que il est évident qu'on a besoin de baisser le prix aussitôt que possible. Une évidence. Donc l'accessibilité, notamment aux personnes, migrants récents d'Afrique subsaharienne, à un autotest pas cher du tout, mais non pas à 30 € s'ils sont en train de gagner le RSA ou quelque chose comme ça. Mais il faut que ce soit moins cher que ça. Donc c'est typiquement la distribution en milieu associatif, c'est ça là. Et actuellement, il y a une bataille légale entre les producteurs de l'autotest et l'État français, parce que l'État français voudrait qu'il soit accessible dans les associations communautaires gratuitement aux associations. Ok, merci beaucoup. Merci.